protection des animaux sauvages par des accords internationaux. Le cas de l'éléphant. Voilà de quoi il va s'agir aujourd'hui dans votre nouveau numéro de la page invitée pour laquelle nous recevons aujourd'hui M. Armand Agba-Maté. M. Armand, bonjour. Bonjour madame. Et merci vraiment d'avoir accepté de venir sur notre plateau. C'est moi. Alors, je rappelle que vous êtes juriste, spécialiste des questions en droit de l'environnement. Donc, nous allons parler de tous ces animaux-là qui sont en souffrance sur le continent africain, en particulier l'éléphant. Chaque jour, un peu plus, les animaux sauvages sont en danger sur le continent africain, malgré tous les accords internationaux qu'il y a. Que se passe-t-il? Merci madame pour la question. Pour aller directement, je dirais juste que c'est un problème de l'homme. C'est l'être humain avec ses passions, ses sentiments, vouloir satisfaire tous ses désirs. C'est ce qui fait qu'on en est là. Les raisons pour expliquer le fait que la population d'éléphants est chaque fois décimée sont multiples et variées. Déjà, il y a d'autres qui disent que l'espèce va détruire leur champ et veut l'espèce morte. D'autres qui disent que il faut vendre l'espèce pour pouvoir vendre il faut tuer l'espèce pour pouvoir vendre ces trophées. Ces trophées qui, sur le plan international, coûtent énormément cher. Surtout le marché asiatique. Voilà. L'autre problème aussi que beaucoup ne perçoivent pas, pour pouvoir planter des palmiers à huile, les gens ont besoin d'espace. Du coup, ils sont obligés de chasser la population d'éléphants là pour pouvoir avoir l'espace nécessaire afin de planter les arbres pour le palmier à huile. Tout ça explique le fait que chaque fois on assiste à une dégradation exponentielle de la population d'éléphants restants. D'éléphants. Voilà. Mais pourquoi est-ce que les lois existantes, est-ce que les accords internationaux existants ne sont pas assez forts? On ne peut pas dire que les accords internationaux, même la législation nationale n'est pas assez forte pour pouvoir lutter contre le phénomène. Non, si c'est les tests, on en dispose. Déjà, pour parler des conventions internationales, vous avez déjà la CDB, la Convention sur la diversité biologique. Dite Convention Rio de Janeiro. Cette convention déjà compte 42 articles. Et a pour pied angulaire les aires protégées. C'est sa manière de lutter contre le braconnage, au fait, pouvoir protéger les espaces un peu sensibles pour la survie de l'espèce, par exemple l'éléphant. C'est ça. Vous avez également la CMS, la Convention sur la conservation des espèces migratrices. La CMS dite Convention de Bonn. Cette convention qui compte 121 pays aussi fait beaucoup pour la lutte contre le trafic d'ivoire, par exemple, afin de préserver les espèces et l'éléphant qui reste actuellement. Vous avez également la CITES, oui, c'est la convention phare en matière de protection de l'éléphant. Vous avez en ces années, par exemple, l'annexe 1 interdit carrément le commerce de l'ivoire sur le plan international. Vous avez un annexe 2 qui autorise le commerce de certaines espèces, mais suivant autorisation. C'est-à-dire quoi? Vous avez besoin d'un certificat d'origine avant de le faire. C'est ça. Il y a aussi l'annexe 3 qui recense les espèces que les pays ont demandé à être protégés. C'est-à-dire quoi? Si un pays constate que l'espèce là est en danger chez lui, le pays fait la proposition que la CITES puisse lui apporter son appui afin de protéger l'espèce là. On en a beaucoup de lois. Ici au Bénin, par exemple, on a déjà notre constitution qui, en son article 27, appelle toute la population à pouvoir lutter pour un environnement sain. Et à la sauvegarde de la biodiversité. Voilà. Et à part ça, comme loi, on a également la loi cadre. Sur l'environnement, on a aussi la loi de 2004 portant interdiction du commerce des animaux sauvages. Vous avez aussi la loi là qui fait beaucoup. Par exemple, en ces articles 153, 154, mais celui qui, par exemple, se livre au commerce de l'ivoire ou bien détruit une espèce intégralement protégée peut aussi écoper de 5 ans. D'emprisonnement. Mais nous avons toutes ces dispositions et pourtant, la pratique continue. C'est là la question. Oui. C'est quoi l'impact de tous ces tests-là et de tous ces accords? Oui, la pratique continue. On ne peut pas du jour au lendemain finir avec ce phénomène qui a déjà trop gangréné, qui a déjà pris trop de racines au fait. Vous voyez, je viens de citer tout à l'heure quelques raisons qui expliquent le fait que le commerce continue. Mais, par exemple, si je dois prendre le Bénin, au nord, la population du nord dit que les éléphants qui sont là-bas les appartiennent.
Vous voyez, déjà que les gens considèrent l'espèce comme leur patrimoine. Propriété. C'est difficile de pouvoir les amener à changer de mentalité, au fait. Mais les juges qui sont sensibles, bien touchés par la problématique, n'hésitent pas à donner la peine maximale pour pouvoir décourager cette pratique. C'est ça. Les gens continuent. Les raisons sont multiples. D'autres disent que c'est la cause de la pauvreté, pouvoir vendre l'ivoire. Parce que ça, c'est un gain facile, puisque l'ivoire coûte excessivement cher sur le marché asiatique surtout. Et quand on parle d'ivoire, on pense à l'éléphant, on pense aussi au rhinocéros, Voilà. Ces deux espèces-là qui sont très très exposées. Nous suivons l'actualité également au Kenya. Au Kenya où la loi se renforce de plus en plus contre le braconnage, parce que c'est le Kenya et puis le Botswana aussi qui sont vraiment pourvus en réservoir d'éléphants, beaucoup plus en Afrique. Oui. Et donc la loi se renforce de plus en plus au Kenya. On parle même de réinsérer la loi, la peine maximale, la peine de mort. Bien sûr. Au Kenya, avant, c'était la peine à perpétuité avec 200 000 dollars d'amende. Mais malgré ces tests, les gens continuent toujours à abattre l'espèce. Ça fait que dernièrement, le ministre a demandé à ce qu'on insère dans la législation nationale du pays la peine de mort. Cela a amené quelques conflits avec l'ONU qui n'est pas d'accord. Mais vous êtes juriste et vous êtes spécialiste des questions de l'environnement, donc de la biodiversité et tout ce qui va avec. Comment est-ce que si on vous demandait de faire votre analyse d'une telle décision-là, c'est vrai, on parle de sauvegarde de la biodiversité, de droits des animaux, survie des animaux, mais également peine de mort. Comment il faut lire ça en tant que juriste? Pour un avis personnel, je dirais que... Parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a d'autres qui écopent même de 5 ans, mais pourtant le commerce continue. Quand on rend une décision de justice, la décision ne reste pas dans les tiroirs. Il y a la communication autour pour que tout le monde soit informé. Pourtant, le commerce continue. Je pense pour ma part que ce n'est pas un problème de répression pour répression. La répression, on ne va pas laisser. On va continuer la répression, mais également la sensibilisation. Amener les populations à être touchées par la problématique, les bienfaits de l'éléphant, quand l'éléphant va disparaître, de qu'est-ce qu'on peut encourir. Par exemple, l'éléphant quelque part fait beaucoup. L'éléphant pousse par exemple les busons qui empêchent le fait que d'autres arbres puissent pousser pour la nutrition d'autres espèces. L'éléphant fait tout ça. L'éléphant aussi également, en repoussant toujours les busons, l'éléphant empêche la réplication d'un insecte, le tsetse, les mouches tsetse. Voilà, l'éléphant fait tout ça. Et l'éléphant aussi, dans un parc, améliore le tourisme, au fait. Quand les gens viennent de l'extérieur, c'est pas pour venir. En tout cas, l'éléphant a son rôle dans l'écosystème. Voilà, vous voyez un peu. Donc, et ce serait bien qu'on puisse leur expliquer un peu le bienfait de la protection de l'espèce. C'est d'abord pour eux et enfin pour tout le monde en général puisse pouvoir bénéficier. Mais les gens ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle tout le temps on continue de sanctionner, de les prendre, de donner des peines lourdes. Donc je pense qu'on ne doit plus forcément parler de répression tout le temps. La répression, d'accord. On continue avec la répression. Il ne faut pas laisser surtout parce qu'il faut que les gens aient peur de le faire. Sensibilisation, répression, toujours en cours. Voilà. Et du côté du Botswana quand même, parce que le Botswana est reconnu aujourd'hui comme le réservoir, qui compte le plus d'éléphants aujourd'hui sur le continent africain. Et récemment, on a eu l'actualité où une centaine de pachydermes ont trouvé la mort, il y a eu des démentis et tout. Mais en même temps, quand on parle de braconnage qui continue, qui persévère, est-ce que quelque part, c'est une question de réseau C'est toujours une question de réseau. Et l'expérience a prouvé que ceux même qui sont derrière ça ne s'affichent pas. Ils fournissent le matériel nécessaire à de petits braconniers qui vont abattre. Mais ce n'est pas les braconniers là qui sont allés abattre qui jouissent vraiment des fruits. Parce que souvent, quand on les arrête, on va retrouver sur eux des armes qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'en acheter. Et on comprend qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Mais quand on leur pose les questions, mais ils ne dénoncent jamais. Parce que ça fait partie du contrat. Voilà, ils savent qu'une fois là-bas, au moins la personne va assurer leur nutrition, leur bien-être, peut-être même qu'ils s'espèrent que la personne pourra faire nécessaire pour les libérer avec le temps. Mais ils ne dénoncent jamais leur commanditaire. C'est ça. C'est un peu ça. Pour le cas du Botswana, si vous permettez que j'en parle déjà. Bien sûr. Le Botswana était réputé pour la protection des éléphants, pour la lutte contre le braconnage. Le Botswana, c'était le numéro 1.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Ça a surpris tout le monde avec la bataille de 100 espèces d'éléphants. Une centaine quand même, oui. C'est à l'arrivée du nouveau président. C'était pas comme ça. Mais au lendemain, lorsque celui-ci a pris le pouvoir, mais au lendemain, il a dépossédé les Rangers des outils. De leurs armes. De leurs armes. Et Anti-braconniers, voilà, on peut le lui dire. ne trouvait pas l'importance d'outiller les Rangers pour pouvoir protéger les éléphants. Mais justement, les résultats sont là. Ça n'a pas tardé un peu de temps avant qu'on ne puisse avoir... C'est ça. Avoir ce drame qui vraiment aujourd'hui continue d'interpeller plus d'un. Mais bon, espérons qu'avec le temps, ils pourront. Ce qui s'est passé va les amener à se ressaisir pour prendre les mesures idoines afin de protéger l'espèce. C'est ça. Voilà. Revenons-en au Bénin très rapidement parce que le train est parti. Revenons-en au Bénin. Pour les quelques éléphants que nous avons encore, c'est quoi leur niveau de protection aujourd'hui ici? La lutte, qu'est-ce que cela a donné à leur niveau? Au Bénin, on peut dire que les choses évoluent. Avant, c'était pas ça. Aujourd'hui, quand vous arrêtez un braconnier, mais quand il se présente à un procureur, mais si le procureur voit que les faits sont établis, mais il n'hésite pas à le déférer. C'était pas ce qui se passait, parce qu'avant, tout le monde n'était pas vraiment touché par la thématique, par le problème. Pour la protection et le développement durable des éléphants, qu'est-ce qui se passe? Je veux déjà parler de African Park, la privatisation du parc Pindiari. Ouais, ils ont l'arsenal nécessaire. Ils ont promis multiplier de manière considérable la population d'éléphants qui était là avant qu'eux, ils n'arrivent. C'est quoi l'évolution aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui? Combien d'éléphants de plus est-ce que nous avons? On ne saurait donner exactement. Je ne saurais donner mais exactement. Parce qu'il faut suivre cela aussi. Il ne suffit pas des belles paroles. Oui, je suis d'accord. Depuis quand est-ce qu'ils ont pris le parc? Et qu'est-ce qui a évolué jusqu'à ce jour? Nous, on veut des preuves concrètes de l'évolution des choses. Madame la journaliste, je vous invite à faire un tour. Mais moi, je demande pour les téléspectateurs. Oui, ce n'est pas que pour moi. Oui, pourquoi je le dis? Je le dis parce que là-bas, il y a un grand travail qui se fait. Aujourd'hui, ils sont à un bon nombre de rangers multipliés un peu partout dans le parc, qui font des patrouilles à tout moment pour pouvoir démanteler les réseaux de braconniers, essayer de cibler quelques braconniers et les arrêter. Si vous allez au tribunal de Nati Tengu, c'est le tribunal compétent pour juger des affaires du domaine et du milieu. Il y a plein d'affaires d'aujourd'hui sur lesquelles les juges statuent. Chaque fois, il y a des dossiers qui viennent. Tout cela montre qu'ils travaillent. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc, il y a de l'espoir. On est sur le bon chemin, si vous voulez. Voilà, vous le dites. Merci bien, monsieur Armand Agbamate. Voilà, nous sommes très rapidement arrivés au terme de notre émission. Je rappelle, vous êtes juriste, spécialiste des questions de l'environnement. Et avec vous, nous avons parlé donc de la protection des animaux sauvages à travers les accords internationaux. Nous sommes basés sur le cas de l'éléphant qui est vraiment en souffrance sur le continent africain. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi, madame. Merci. C'est la fin donc de votre page invitée. Ravi de vous l'avoir présenté. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.